de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette nouvelle session de formation. Aujourd'hui, on a un invité spécial qui est Germain Laurent. Roland. Donc, je vais commencer par me présenter moi. Comme vous savez, je suis la coordinatrice des projets de sensibilisation et de la vie associative à l'association Oulanga Nanyamba. Et aujourd'hui, on a Jeanne Wagner, notre directrice, qui sera responsable de toutes les questions. Donc, elle va recueillir vos questions dans l'outil Q&R. Et Roland, Germain Roland, des naturalistes. C'est ça. Je le laisse se présenter. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Germain Roland et je travaille chez Naturalis en tant que chargé de mission sur le projet Les Élames qui traite de l'érosion depuis 2 mois. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Ok, donc aujourd'hui, la formation est axée sur le continuum terre-mer. Donc, Oulanga Nanyamba, on est une association pour la protection de l'environnement marin et plus particulièrement des tortues marines. Mais aujourd'hui, on sort un peu de notre cadre qui va beaucoup plus vers les terres, donc d'où l'intervention de notre confrère des naturalistes. C'est vraiment pour vous présenter l'interdépendance entre tous les milieux d'amont en aval, allant de la terre à la mer. Donc, le continuum terre-mer, ah oui, attendez, j'ai oublié. Pour que vous puissiez vous concentrer sur la présentation, je vais éteindre ma caméra. Et après aussi, quand il y aura la partie prise de parole, veillez à ce que votre caméra ne soit pas allumée si vous ne souhaitez pas figurer dans l'enregistrement, comme d'habitude. Merci et on va commencer. Le continuum terre-mer aborde la connectivité entre les écosystèmes terrestres, aquatiques et marines. Donc, pour pouvoir comprendre cette connectivité, il est nécessaire de connaître certaines notions. Donc, au programme, nous allons voir successivement la notion de bassin versant, la zone côtière, la pollution de la terre à la mer et l'érosion et l'envasement du lagon à Mayotte qui sera traité par notre confrère tout à l'heure. Donc, en partant de la terre, on va parler du bassin versant. Le bassin versant est l'ensemble du territoire sur lequel sont recueillies les eaux qui alimentent les cours d'eau. Un bassin versant est l'espace drainé par un cours d'eau et ses affluents sur un ensemble de versants. Donc, tous les eaux dans cet espace s'écoulent et convergent vers un même point de sortie qu'on appelle exutoire. Et ça peut être un fleuve, un lac, la mer ou l'océan. Les eaux souterraines, au même titre que les eaux de surface, font partie intégrante des bassins versants. Les limites du territoire d'un bassin versant sont appelées lignes de partage. Et ces limites correspondent tout simplement au sommet qui sépare les directions d'écoulement des eaux de ruissellement. Et c'est tout à fait normal parce que les ruissellements ne peuvent pas remonter les pentes. La direction de l'écoulement des eaux dans un bassin versant implique que ces eaux se dirigent vers un seul et un même exutoire.
On retrouve à l'intérieur d'un bassin versant des caractéristiques qui lui sont propres. Donc, l'hydrographie, c'est l'étude qui traite la partie physique des cours d'eau, des lacs et des mers. L'hydrologie, c'est l'étude des eaux et leurs propriétés. Le relief, la nature du sol et la couverture du sol. Quand il pleut, tous les eaux de pluie ne s'écoulent pas directement vers les cours d'eau. Une bonne partie est renvoyée dans l'atmosphère, soit par l'évaporation, soit absorbée par les racines des végétations et qui s'évaporent ensuite par les feuilles. Une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe phréatique. Et ce n'est que le reste d'eau non infiltrée et non évaporée qui ruisselle et alimente les cours d'eau. Cette quantité d'eau de ruissellement varie considérablement. Donc, premièrement, en fonction du relief. Et c'est normal parce qu'avec une pente plus forte, l'eau a du mal à s'infiltrer. Et une pente douce ou nulle donne le temps à l'eau de s'infiltrer partiellement ou totalement dans le sol. La pente du terrain détermine donc si le cours d'eau est en phase érosive ou sédimentaire. Deuxièmement, en fonction de la couverture végétale. La couverture végétale, selon sa densité, sa nature et son importance, retient une proportion variable des eaux de pluie. Et à l'inverse, le sol nu de faible capacité de rétention favorise un ruissellement très rapide. L'érosion de la terre va généralement de pair avec l'absence de couverture végétale et c'est tout à fait logique parce que quand il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'absorption d'eau par les racines. Troisièmement, en fonction de la nature des sols. Donc, un sol argileux ne laisse pas s'infiltrer l'eau, contrairement à un sol sablonneux qui est tout à fait perméable à l'eau. Et ça, sans parler des infrastructures humaines qui fait intervenir les bétons, les routes goudronnées, les maisons, qui laissent moins s'infiltrer l'eau que dans la nature. Le long des continuums aquatiques s'interconnectent de nombreux milieux, des ruisseaux, des zones humides, des rivières, des étangs et des lacs, qui constituent autant d'interfaces entre eux, mais aussi avec le territoire investi par l'homme, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine. Le bassin versant est donc en effet des bassins de vie, investis par une activité humaine qui a largement modifié sa morphologie et sa qualité depuis les temps. À Mayotte, lors d'une étude effectuée par le BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique et minière, l'étude a été effectuée en 2004, elle visait à réaliser une classification du réseau hydrographique superficiel des bassins versants de l'île. La cartographie de 20 principaux bassins versants a été mise à jour. Et aussi, un autre objectif de cette étude était de produire des données géométriques sur le bassin versant, les confluences et les rivières de l'île, afin de créer un outil fiable de quantification des écoulements sur le territoire de Mayotte. En partant un peu plus vers la mer, on a la zone côtière, toujours dans le continuum. Définie comme l'interface où la terre rencontre la mer, la zone côtière renferme les environnements côtiers comme les deltas, les marais, les plages et dunes, la forêt de mangrove comme on avait vu la dernière fois lors de la dernière formation, les herbiers, les récifs et toute autre caractéristique côtière.
Les estuaires et zones côtières constituent des territoires à fort enjeu stratégique pour l'économie et pour l'environnement. Ils assurent plusieurs fonctions biologiques et écologiques, dont celle de nourricière de poissons. Donc, le bon fonctionnement écologique de ces milieux est indispensable pour permettre le déroulement normal du cycle biologique de nombreuses espèces marines d'intérêt économique majeur. Et les zones côtières fortement exploitées par l'homme offrent des habitats de moins bonne qualité pour le développement et la survie des espèces présentes dans le milieu. Les activités agricoles et les activités urbaines dans le bassin versant en amont et sur la côte ont un effet direct sur le fonctionnement de l'écosystème marin. Et de nombreuses eaux côtières dans le monde sont sous l'influence des apports fluvieux, avec plus souvent des déséquilibres en nutriments. Donc, le milieu marin côtier présente une certaine spécificité par rapport aux autres milieux aquatiques, car il est à la fois récepteur ultime des pollutions terrestres provenant de son bassin versant et la zone la plus riche biologiquement. Mais en plus de ça, il est le milieu où se développent nombreuses activités comme la pêche, l'aquaculture, le tourisme, etc., etc. La zone côtière littorale est par conséquent soumise aux pollutions de diverses formes. À Mayotte, les zones côtières entièrement aménagées restent encore minoritaires et concernaient en 2003 8% du littoral de Mayotte. En 2008, l'espace bâti occupé est de 739 hectares. La tâche urbaine a progressé de 28% en 4 ans, en passant de 25 km² en 2004 à 32 km² en 2008. « 25% de cette tâche urbaine, soit 8 km², se trouve en dehors des zones autorisées, selon les plans locaux d'urbanisme. En continuant sur la pollution, donc avec ce qui a été dit sur le bassin versant, les écoulements convergent vers un même point commun qui est l'exutoire. Et à la fin, ça finit toujours dans la mer et les océans. Donc, les sources de pollution sont variables. Les eaux usées, les eaux de lavage, l'utilisation des herbicides, pesticides. Ça peut être aussi une pollution par les hydrocarbures ou tout simplement par nos déchets. D'ailleurs, à Mayotte, c'est un réel problème car il existe plusieurs décharges sauvages. Et avec les eaux de ruissellement qui convergent vers la mer, les eaux chargées de polluants finissent naturellement dans les océans. Pour le cas de Mayotte, les traitements d'eaux usées est encore à ses débuts et toutes les communes ne sont pas encore dotées d'un réseau d'assainissement. Donc, la population est confrontée à un réel problème de salubrité qui s'accentue en période de pluie. Les pratiques coutumières comme le lavage des voitures et les lessives en rivière n'améliorent pas la situation. Parmi les conséquences directes de ce déversement d'eau chargée dans l'océan, il y a la pullulation des algues, qui sont des indicateurs d'eutrophisation des eaux. L'eutrophisation est due à l'arrivée de matières polluantes d'origine agricole et industrielle et ménagère dans le lagon qui conduit à l'enrichissement de l'eau en azote
et en phosphore. Et elle est plus importante dans les zones où l'eau usée sans aucune forme de traitement déversée par les ravines reste stockée dans le lagon, loin d'une passe ou à zone à faible courant. À Mayotte, la majorité des algues marines sont des cyanobactéries qui pourraient être liées à une teneur élevée en éléments nutritifs dans le lagon, selon le diagnostic et enjeu de la stratégie biodiversité en vue d'un développement durable de Mayotte proposée par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Mais avant d'arriver en mer, les eaux usées non traitées affectent également la biodiversité des rivières. Les poissons qui y vivent risquent une asphyxie si les affluents sont trop chargés en pollution. Il y a aussi l'existence de risques de contamination des poissons par des polluants tels que les résidus de médicaments, les microplastiques, les pesticides, etc., etc. Donc, tout ça est à prendre en considération. Pour ce qui concerne la pollution par les macrodéchets, tout ce que nous rejetons dans la nature finit par se retrouver dans les océans. Et au vu des quantités actuellement observées en mer, il s'agit d'un réel problème constant et massif. Nous aborderons plus en détail cette partie déchets la semaine prochaine lors d'une autre session de formation qui sera focalisée uniquement sur les déchets. Le processus de dégradation est très lent de la plupart de ces macrodéchets et conjugué à la quantité croissante des déchets rejetés, cela conduit à une augmentation régulière et massive des déchets dans les océans. Et cette accumulation de déchets dans les fonds marins empêche les échanges naturels entre l'eau et les sédiments et entraîne une raréfaction sur la quantité d'oxygène qui empêche le développement de la vie, que ce soit animale ou végétale. Pour certaines espèces comme les mammifères marins, les tortues, les oiseaux, l'enchevêtrement peut représenter un facteur de mortalité important par étranglement ou par immobilisation. Les filets perdus dérivant dans les océans constituent la pêche fantôme et ce qu'on appelle ghost fishing, qui est d'ailleurs la cause principale d'étranglement des espèces marines. À Mayotte, les pollutions dues aux macrodéchets, aux rejets domestiques et industriels, aux apports terrigènes et envasements affectent principalement le grand récif du sud côtière, le grand récif du sud lagonaire, la barrière de l'ouest, la barrière de Mtamboro, les récifs de Pamandzi, Ajangwa, Bandrélé, Bombou-Ouest. En gros, elle affecte tout l'ensemble des récifs à Mayotte. Et une étude du parc marin a récemment été faite lors de leur inventaire, quand ils font leur plongée, quand ils font leur transect, ils ne peuvent pas passer 100 mètres sans trouver un déchet issu de la terre. Donc maintenant, nous allons parler de l'érosion et de l'envasement du lagon. C'est un cas vraiment particulier à Mayotte
parce que en fait, l'île est baignée par un climat tropical humide et qui est régulièrement affecté par des précipitations violentes qui érodent les sols et envasent le lagon. Donc, ce sera Germain Laurent qui va aborder cette partie. Tout à fait. Alors, je vais vous parler de l'érosion à Mayotte et également du projet Les Élames qui a pour objectif de lutter contre cette érosion. Donc, Les Élames, ça veut dire lutte contre l'érosion des sols et l'envasement du lagon à Mayotte. On peut passer à la suivante. Alors, l'érosion, c'est quoi? L'érosion, c'est un phénomène naturel dû à l'action de l'eau, du vent, des rivières et des glaciers, ou de l'homme, enfin plutôt aggravé par l'homme. On peut passer à la suivante. Alors, Mayotte, on pourrait dire que c'est un territoire qui est prédisposé, qui est particulièrement fragile, déjà à cause de sa géographie, c'est-à-dire que 63% des pentes de Mayotte ont un degré d'inclinaison de plus de 15%. Alors que l'érosion peut s'exprimer, le phénomène peut avoir lieu à partir de 1% des pentes. Donc déjà, le relief. Ensuite, il y a la nature des sols. C'est des sols très sensibles à l'érosion, des sols ferralitiques. Ensuite, il y a le paramètre météorologique, donc en saison des pluies. L'eau est un principal facteur d'érosion à Mayotte, les pluies. Et ensuite, il y a la régression des mangroves, qui n'empêche pas l'érosion à proprement parler, mais qui en tout cas protège le lagon de l'érosion. En fait, la mangrove joue le rôle de filtre et elle retient les particules de terre et les empêche d'aller dans le lagon. Voilà, donc ça, c'est les fragilités de Mayotte. Et donc, le gros souci de l'érosion, c'est qu'il y a un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus un sol s'érode, plus comment dire, ça va être quelque chose de croissant. S'il y a des fortes pluies et que la zone est fragilisée, elle va encore plus se fragiliser. Et la prochaine fois qu'il y aura une forte pluie, ce sera encore pire. Et donc, il y a un effet boule de neige. Il y a un effet boule de neige. Voilà. Donc, tout ceci associé à l'explosion démographique. Donc là, on voit qu'en 50 ans, on a multiplié par 10 la population. Qui dit explosion démographique, dit explosion du besoin de logement. Donc, il y a beaucoup de logements. Quand on construit, on va terrasser. Il y aura des dépôts de terre qui, à la première pluie, qui vont aller dans le lagon. Donc, besoin exponentiel de logement et besoin exponentiel d'aliments. Donc, en fait, ça entraîne un changement des pratiques agricoles et notamment, ça entraîne la monoculture de bananiers ou de manioc, par exemple, qui ont le gros défaut de laisser le sol à nu et donc disponible, entre guillemets, à l'érosion. Ça fragilise le sol à l'érosion. Donc, en plus des facteurs naturels, l'explosion démographique amplifie le phénomène d'érosion à Mayotte. Et donc, voilà, c'est ce que je disais, tous ces facteurs, en fait, associés, on le voit très bien sur les photos, vont envaser le lagon et menacer la biodiversité, donc la barrière de corail et les ressources halieutiques. S'il y a moins de corail, il y a moins de poissons. Voilà. Ensuite, alors les conséquences de l'érosion sur le milieu agricole, c'est la perte en richesse, c'est-à-dire plus le sol est lessivé, moins il y aura de matière organique et de ressources. Donc le sol s'appauvrit et les surfaces deviennent stériles. Donc les cultures sont de moins en moins rentables. Donc il y a une stérilisation des surfaces cultivées et une baisse de la production. Ensuite, alors,
on peut aboutir aussi en zone naturelle à la formation de padzas. Alors, un padza, c'est quoi? C'est une zone presque totalement stérile où la végétation ne pousse plus du tout. Euh, alors, il a une origine naturelle avec les fortes pluies. Il peut commencer à se former, mais aussi, c'est aussi dû à l'homme à cause de la déforestation et du phénomène de- à- des brûlis. Euh, donc, en fait, on prive le sol de son couvert végétal et on l'expose directement à la pluie. Et, donc, il va s'éroder très rapidement. Et donc, ces fameux padzas, qui représentent environ 3000 hectares sur Mayotte, c'est une formation qui est typique de Mayotte. Euh, à la première averse, ils se déversent entièrement dans le lagon. C'est vraiment des zones qu'on a du mal à revégétaliser et qui sont, pour ainsi dire, des zones perdues, quoi, des badlands. Voilà, pour les padzas. Alors, l'érosion en milieu urbain a beaucoup de conséquences aussi. On peut assister à des coulées de boue, des effondrements de murs, des fissures dans les bâtiments, des ravines, du sous-cavage. On voit sur la photo de droite l'escalier, il y a 40 cm en dessous qui ont été creusés. Et donc, tout ça présente des risques pour les habitants, d'abord. Une maison fissurée, fragilisée, ça peut être dangereux. Et en plus, ça a un coût énorme pour les particuliers qui devraient avoir à réparer ou les collectivités qui doivent réhabiliter des infrastructures, des canalisations, etc. Donc, ça fait beaucoup de dégâts en milieu urbain également. Et évidemment, pour le lagon, ça peut être catastrophique puisque l'envasement, en fait, asphyxie les massifs coralliens. Concrètement, il y a un dépôt de terre qui va les recouvrir, les priver de lumière. Et si le biotope, si le corail disparaît, euh, automatiquement, les poissons, toute la biodiversité associée disparaît également. Et en plus, pour la pêche, forcément, ça diminue les ressources halieutiques, la pêche est moins bonne. Voilà. Alors, suite à tous ces constats, tous ces problèmes d'érosion, est né le projet Les Élames, qui a été mis en place pour répondre à la feuille de route initiée par la DEAL en 2012, qui est un document qui liste toutes les actions qu'il faudrait faire pour lutter contre l'érosion. Et donc, le projet Les Élames est né de cette feuille de route. Donc, il a démarré, donc je rappelle que c'est la lutte contre l'érosion des sols et l'envasement du lagon à Mayotte. C'est un projet qui a démarré en 2015 et qui est piloté par deux organismes, deux partenaires qui sont le BRGM, donc le Bureau de recherche géologique et minier, et la Naturaliste de Mayotte, qui sont une association qui cherche à protéger le patrimoine naturel et culturel de l'île. Voilà. Alors, ce fameux projet Les Élames, il agit sur trois secteurs, sur trois bassins versants, chacun très différent. Donc, il y a celui de Msamboro, qui est très urbanisé, pardon, et, avec de fortes pentes. Celui de Dzumonier, plus agricole, avec des padzas et des milieux forestiers. Et le bassin versant de Salimbe, fortement agricole aussi, avec des zones naturelles et urbanisées. Alors, on agit sur trois bassins versants différents pour pouvoir comparer nos résultats d'expérience, d'analyse et en déduire des connaissances pertinentes. Ces trois zones d'études. Voilà. Et donc, ce projet, il a quatre grandes actions. Donc, la première, c'est d'observer. Donc, dans chacun des trois bassins versants, ont été mis en place des observatoires physiques, c'est-à-dire qu'on va mesurer concrètement combien de tonnes par an de terre sur Msamboro vont dans le lagon. Donc, à Msamboro, c'est 10 tonnes par hectare par an qui vont dans le lagon. On mesure aussi le ruissellement de l'eau. On prend tout un tas de mesures pour augmenter nos connaissances du phénomène d'érosion, mais aussi un observatoire social. On observe dans chacun des bassins versants comment
Comment vivent les gens avec l'érosion? Est-ce qu'ils en ont conscience? Est-ce qu'ils savent ce que c'est? Quelles sont leurs pratiques? Etc. Ça, c'est la première action. La deuxième, c'est la construction d'une représentation commune de l'érosion, c'est-à-dire qu'on cesse d'observer, on diffuse un message, on essaie d'expliquer à un public le plus large possible, à travers des ateliers, des vidéos, des actions avec les scolaires, ce que c'est l'érosion au quotidien, comment ça se manifeste, pour que les gens comprennent que ça les impacte directement, que leur jardin est moins productif, etc. La troisième étape du projet, c'est de mettre en place des exemples. C'est-à-dire que pour chaque domaine qui augmente l'érosion, par exemple un chantier avec des tas de terre laissés comme ça sous la pluie, ou un jardin avec de la terre à nu, pour chaque pratique humaine qui facilite l'érosion, on va mettre en place un modèle, donc un jardin bien planté, pour démontrer aux gens l'utilité si vous voulez, que ça va lutter contre l'érosion et en plus, leur jardin sera plus productif. Voilà, on met en place des sites pilotes pour que les pratiques changent. Voilà. Et la dernière partie, c'est on imagine différents scénarios agricoles euh, pour le développement futur de Mayotte, pour un développement qui lutterait contre l'érosion à long terme. On peut continuer, je vais vous détailler ça un petit peu plus. Donc voilà, ça c'est l'observatoire de M'Samboro. Donc là, ce qu'on voit sur les photos, notamment à gauche, on voit bien, on appelle ça un seuil. Et en fait, c'est un instrument de mesure géant pour quantifier les apports terrigènes qui vont dans le lagon. Donc ça, c'est un exemple de choses qui ont été mises en place. Voilà. Même chose à Dzoumogné. Il y a un seuil qui est sur la photo de droite, on le voit, qui a été installé. Donc, il y a des relevés qui sont faits régulièrement. En bas, on voit aussi la station météorologique, puisqu'on on compare la pluviométrie et les apports terrigènes, et on pourra en déduire des connaissances. Voilà. On fait aussi des mesures sur les PADZA. Donc là, on en voit un qui a été scindé en deux. À gauche, un PADZA témoin sur lequel aucune action n'a été menée. Et à droite, un PADZA sur lequel on a planté de l'acacia mangium dans le but que la végétation s'y réinstalle. Et on va mesurer l'efficacité de cette mesure. Théoriquement, le ruissellement est censé diminuer sur la partie de droite, sur le PADZA qui a été planté. Voilà pour les PADZA. Alors, donc oui, je vous parlais d'une construction d'une représentation commune de l'érosion. Donc, alors ça, je vous invite à aller sur le site Les Élames. Il y a des vidéos de vulgarisation pour que tout le monde comprenne ce qu'est l'érosion à Mayotte. Et c'est un projet qui, voilà, on agit sur. Donc, il y a le site internet. Il y a eu des ateliers numériques faits avec des jeunes pour qu'ils comprennent l'organisation du territoire. Euh, euh, En gros, c'est de la vulgarisation, c'est de la diffusion de connaissances. Tout le monde doit savoir ce que c'est l'érosion à Mayotte. Et alors, dans le projet Les Élames, comme je vous disais tout à l'heure, on cherche à modifier les pratiques des gens. Parce que l'homme à Mayotte amplifie énormément l'érosion par des mauvaises pratiques. Alors, nous, on cherche à les identifier, à montrer l'exemple pour qu'ensuite ces bonnes pratiques se diffusent. Donc, sur un chantier, on va préconiser, par exemple, de ne pas commencer un chantier en saison des pluies. Sinon, tous les terrassements, à la première averse, vont partir dans le lagon. Les jardins, on incite les gens à planter leurs jardins de façon diversifiée, comme les zones agricoles. On lutte contre la monoculture. Les ravines également, on travaille avec les communes pour qu'elles renforcent les berges, pour canaliser les eaux. Voilà, alors je vais vous montrer juste après, il y a des exemples de fiches. Passer la suivante. Alors voilà, je vous parlais des mauvaises pratiques.
Sur la photo de gauche, on voit typiquement une monoculture de bananiers avec le sol à nu. Alors là, la première averse, toute la terre dévale jusque dans le lagon. Et nous, on préconise ce qu'il y a à droite, c'est-à-dire réinstaurer un couvert végétal pour protéger le sol. Donc, il y a le paillage qui est simplement redisposer des végétaux sur le sol, ça fait comme un bouclier. Les fascines, qui sont comme des petites barrières, des petits tressages de branches qui vont servir à dévier des ruissellements pour éviter les ravines. Et les haies et les associations de culture pour avoir un couvert végétal. Voilà. On peut passer à la suivante. Alors, voici aussi un autre exemple dans un jardin. On réalise des expériences chez des gens. À gauche, la parcelle telle qu'elle, et à droite, la parcelle avec un paillage, un couvert végétal, et on va constater une diminution de l'érosion du ruissellement de peut-être 80%. L'impact est immédiat et très efficace. Ensuite, alors voilà ce qu'on réalise. Alors il y en aura d'autres, mais alors ça, c'est des choses qu'on distribue aux gens, ou un jardin, par exemple, ou des agriculteurs. On leur distribue des fiches bonnes pratiques. À gauche, on voit très bien le jardin qui est presque en monoculture. On voit les rangées de bananiers, les rangées de manioc. Pas de couvert végétal au sol. L'érosion à l'œuvre qui va directement dans le lagon. Et on voit les poissons impactés, etc. Et à droite, les bonnes pratiques, ce qu'il faudrait faire. Donc, une association de culture avec de la citronnelle qui fait barrage, de l'ananas, pour avoir un couvert végétal bien dense, un système racinaire bien dense qui va tenir la terre, en fait, et pour limiter l'érosion et, de fait, protéger le lagon. Voilà. Voilà une autre fiche. Donc, ça pareil qu'on distribue. C'est un petit fascicule où on explique les différents, on montre les différents systèmes racinaires. Donc, on voit bien que le bananier, par rapport à la citronnelle, il retient rien du tout. Il a très peu de racines. Euh, Pareil pour le vétiver, qui a un système racinaire très, très dense. Donc, on préconise aux gens de planter ça, donc ça lutte contre l'érosion. Et eux-mêmes, pour les gens, le fait de lutter contre l'érosion feront qu'ils vont avoir un rendement meilleur. Leur jardin sera plus productif. Donc, voilà ce qu'on distribue. On peut passer à la suite. Alors ça, voilà, ça, ce sont les mauvaises pratiques en milieu urbain. Donc, on voit un talus à nu. Première averse, la pluie va partir dans le lagon. Ce dont je vous parlais, les chantiers, des tas de terre de terrassement qui sont comme ça à l'air libre, si c'est en saison des pluies, les tas de terre vont partir en ravine et ensuite dans le lagon. Voilà. Donc ça, c'est des choses, on travaille avec des entreprises aussi pour qu'elles adoptent les bonnes pratiques. Il y aura des guides ou des fiches, comme on vient de voir pour les jardins, sur ce thème-là, sur le thème urbain et chantier, et, pour limiter l'impact de l'homme sur l'érosion et donc sur le lagon. Voilà. Et la dernière partie du projet Les Élames, c'est d'imaginer ce que pourrait être la suite pour Mayotte. Quel modèle on va adopter pour lutter contre l'érosion sur le long terme. Alors, il y a 3 scénarios qui ont été imaginés. Le premier s'appelle jusqu'à l'épuisement des ressources. C'est le mode de fonctionnement actuel. C'est-à-dire qu'on continue comme ça, l'érosion s'accroît et à terme, il y aura plus de sol cultivable, les ressources seront très pauvres. Le deuxième scénario, c'était l'agroforesterie familiale. Donc, c'est peut-être ce qu'il y a de plus écologique. Donc, des jardins avec différentes strates, un manguier, un bananier, un ananas, par exemple. Et, avec un bon couvert végétal, un petit peu ce qu'on a vu sur la fiche bonne pratique. Et ce serait un modèle un peu occidental avec des surfaces plus élevées, une agriculture plus mécanisée. Et, voilà. Donc, ces 3 scénarios ont été faits pour en fait donner des clés aux décideurs, aux maires,
etc., pour donner l'orientation que prendra Mayotte dans les 15-20 prochaines années. Quel système agricole on va mettre en place pour lutter contre l'érosion et maintenir une production vivrière correcte. Voilà un portrait du projet Les Alames et de l'érosion à Mayotte. Merci pour cette intervention qui traite le cas de Mayotte plus particulièrement. Et donc, en plus des fiches bonnes pratiques qu'il nous a montrées tout à l'heure lors de sa présentation, il y a d'autres éco-gestes que nous, on peut adopter aussi, et heureusement qu'on peut toujours les faire pour pouvoir préserver tout ce milieu. Donc, on peut déjà arrêter le pesticide, les produits ménagers, essayer de reboiser les terrains qui ont été défrichés pour pouvoir protéger le sol de l'érosion. Il y a une grande partie d'actions de sensibilisation qu'on doit faire aussi pour accompagner tout ça. Et après, en plus de ça, on a les autres éco-gestes d'éco-citoyens qu'on peut apporter à notre échelle sur tous les jours, comme ne pas déverser les polluants dans les rivières et dans la mer, respecter les réglementations. Il existe des politiques de protection d'environnement qui sont mises en place. Et ces politiques concernent les protections des habitats, la réduction et l'élimination des pollutions. Bien sûr, comme d'habitude, ne pas abîmer les fonds marins, ramasser vos déchets. Donc, voilà. Il faut penser à protéger l'intégrité des écosystèmes côtiers, notamment dans la dégradation et la fragmentation croissante des habitats. On peut passer aux questions maintenant. Alors, j'ai quelques questions très intéressantes. Alors, déjà pour commencer, donc une question de Najima Issoufou qui est: bonjour, est-ce qu'il y a des contrôles réguliers ou de la sensibilisation sur les zones sensibles où on observe des pratiques non respectueuses de la réglementation? Par exemple, le lavage du linge et de voitures dans les rivières. Donc, moi, j'ai déjà répondu à Najima pour le côté contrôle, mais peut-être vous avez quelque chose à rajouter par rapport à la sensibilité. Qui demande l'envasement est une bonne chose pour la formation des mangroves. Pourquoi ne pas en profiter pour replanter des palétuviers? Alors je vais apporter une partie de la réponse peut-être, okay. Et après, oui. Après Germain, si tu veux rajouter quelque chose. Alors déjà, l'envasement, on avait vu que les mangroves avaient des racines pneumatophores qui leur servent d'organes de respiration. Donc, si avec l'envasement, si ces organes sont bouchés, donc tout simplement, les palétuviers ne peuvent pas respirer. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas favorable pour les mangroves. Donc, si Jeanne souhaiterait répondre à cette question en direct. Oui, désolée, j'ai été coupée tout à l'heure, mon internet a lâché. Oui, je suis complètement d'accord avec ta réponse, Sina, je pense qu'elle est déjà complète. Effectivement, les mangroves peuvent supporter un certain seuil de sédimentation, mais au-delà de ce dernier,
ça devient même pour les mangroves très compliqué à survivre quand il y a trop de vases qui arrivent. Donc peut-être les naturalistes ont aussi une réponse à apporter. C'est la même réponse, j'aurais dit la même chose. D'accord, très bien. C'est ça. Du coup, on passe à la question suivante, donc posée par Najima Issoufou. Où se trouvent les sites pilotes évoqués dans les actions de l'ES-Islam? Alors, les sites pilotes, c'est 3 bassins versants, celui de M'Samboro, Dzoumogné et Salimbe. Alors, c'est pas, c'est le site pilote, c'est le bassin versant en entier. Donc, c'est vaste comme zone. C'est très vaste. Voilà les 3 domaines. Donc, il y aura des stations, peut-être une station, un- une station météo en ville, une station météo un peu en amont dans le bassin versant. Mais les sites pilotes sont les 3 bassins versants en entier. Ok, merci. Une autre question pour toi. Comment est-ce que le paillage empêche l'érosion? Ah bah, le paillage, il empêche l'érosion. En fait, le paillage, on répand sur le sol, on le recouvre de feuilles mortes ou de branches mortes, des choses comme ça. Et c'est tout simplement le principe du bouclier. Au lieu que la goutte d'eau qui tombe impacte le sol directement et détache un petit peu la terre, elle va s'écraser sur une feuille morte qui est sur le sol, sur le paillage. Et ça fait un effet bouclier, en fait, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous avons eu d'autres questions pendant la présentation. Donc, par rapport à l'acacia mangium, qui est donc aussi actuellement à Mayotte une plante envahissante, est-ce que vous avez des remarques, des retours à apporter sur cela? Alors oui, l'acacia mangium, c'est une plante envahissante, mais il me semble que l'ONF, parce que c'est l'ONF qui a fait des plantations sur les Pazza, a utilisé cette plante pour revégétaliser les Pazza, parce que c'est une des rares qui va supporter ça. Alors, je ne vais pas trop m'avancer parce que je ne suis pas sûr de mon information, mais il me semble que ça a été repensé avec de l'acacia mangium. Mais je mets des guillemets à ma réponse parce que je ne maîtrise pas le sujet à 100% là-dessus. Je peux peut-être compléter. Effectivement, Oui. l'acacia a été historiquement utilisée pour planter sur les pizzas, justement parce que ses propriétés sont assez impressionnantes pour coloniser des sols à nu. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il est envahissant et qu'il est donc capable de rapidement coloniser beaucoup de sites. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont d'autres solutions, d'autres espèces qui peuvent être utilisées. Mais en tout cas, l'idée de l'acacia a été quand même pas mal critiquée. Une autre question, pardon. Donc voilà, je vais la répéter parce que j'ai été coupée quand je l'ai posée. Donc, c'est une question de Najima Issoufou encore. Donc bonjour, est-ce qu'il y a des contrôles réguliers ou de la sensibilisation sur les zones sensibles où on observe les pratiques non respectueuses de la réglementation, comme par exemple le lavage de linge ou de voitures dans les rivières? Donc moi j'ai répondu pour les contrôles, mais peut-être tu as quelque chose à rajouter concernant la sensibilisation. Oui, alors nous, on en parle beaucoup dans les écoles, parce on a des animations chez les naturalistes sur le thème du bassin versant, sur la pollution des eaux, sur les déchets. Donc, c'est des choses, on en parle beaucoup, notamment au primaire, parce qu'on mise sur les futures générations, les futurs adultes. Mais donc, oui, il y a beaucoup de sensibilisation là-dessus. Si, Après, des contrôles, à ma connaissance, il n'y a pas de contrôle là-dessus. Si justement il y a du contrôle par le service départemental de l'OFB qui a aussi donc cette possibilité de contrôler les pollutions en rivière.
Et si je peux rajouter par rapport à ces pratiques non respectueuses, en fait, il y a des actions comme des associations consoeurs comme Yes We Can Net qui font des laveries solidaires pour justement pallier à ce lavage de linge dans les rivières. Donc, ils font des actions de sensibilisation qui vont dans ce sens et qui proposent des solutions à tous ceux qui ne peuvent pas faire leur lessive dans des bonnes conditions. Ok, merci. Donc, une autre question de Eddie Blumbu. Donc, suite aux actions pédagogiques mises en place au niveau scolaire et auprès de la population, avez-vous remarqué un changement notoire du comportement au fil des années en termes de traitement des déchets, de déforestation, de défrichement? Donc, je pense que là aussi, c'est une question plutôt qui s'adresse aux naturalistes pour le côté terrestre. Alors, tout ce qui est défrichement, on est moins sur le sujet. Peut-être que l'ONF fait plus d'actions, mais tout ce qui est défrichement, on en parle moins. Par contre, suite aux sensibilisations, on voit bien que les élèves, après, dire qu'on voit un changement à endroits, certains villages qu'on a sensibilisés, dire qu'on observe un changement, non, je ne peux pas dire qu'on observe un changement. Peut-être plus tard, on plante des graines dans les esprits, mais pour l'instant, non, on voit toujours des enfants qu'on vient de sensibiliser qui, en sortant, vont jeter leur papier par terre tout de suite. Donc, on voit ça encore. Donc, difficile de dire oui, on voit un changement pour l'instant. Je pense que le changement, il prend du temps aussi. Donc, il y C'est a ça. plusieurs générations qui doivent être sensibilisées pour que ces pratiques fassent partie du quotidien. Et c'est tout à fait normal. Donc, il faut insister. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions ouvertes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, n'hésitez pas à les poser dans l'outil questions et réponses. Ou aussi, on entre dans la partie ouverte à tout le monde où ils peuvent prendre la parole. Vous n'avez qu'à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Donc, pour l'instant, pas de nouvelles questions. Moi, j'aimerais bien faire une remarque. Je pense qu'effectivement, le projet des Islams est très intéressant, surtout qu'il combine à la fois la lutte contre l'érosion, mais aussi l'augmentation de la productivité. Donc aujourd'hui, on sait, et de plus en plus, hein, je pense que même la permaculture est devenue un concept de mode. Ces dernières années, on remarque de plus en plus que plus le sol est planté et plus il y a d'espèces différentes dans un petit rayon, plus on a de productivité. Un sol qui est couvert, il garde aussi ses nutriments et il permet du coup aux plantes de pousser plus vite et de produire des fruits plus gros. Donc en fait, il y a des côtés positifs à la fois pour le lagon, mais aussi pour nous, habitants ou agriculteurs, qui décident de commencer à faire des jardins mélangés et denses. Voilà. Donc, on a une nouvelle question de Najima Issoufou. Alors, est-ce qu'il y a des actions pour promouvoir le compostage? Donc, moi, j'en connais. Hein. Je pense que, en tout cas, la communauté des communes de Petite-Terre avait mis à disposition des bacs tests de compostage
aux habitants qui se sont présentés, enfin, qui ont montré leur volonté. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant aussi, notamment pour fertiliser le sol et recycler ces déchets. Donc peut-être il y a d'autres initiatives dont je ne suis pas au courant. Effectivement, pour ce qui est du compostage, tout un chacun peut apporter sa part de briques et pour limiter les déchets ménagers, déjà, le compostage, c'est un très bon outil. On peut le faire chez nous et ça, c'est bon pour son potager. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Donc, il y a Eric qui demande, je rejoins Jeanne dans l'intérêt du projet Les Islams. Qui finance le projet? Avez-vous les moyens de vos actions? Envisagez-vous d'étendre les zones à étudier? Donc, encore une question pour les naturalistes. Alors, le projet Les Âmes, il est financé par l'Europe, principalement. Donc, on a les moyens de nos actions, largement les moyens. Et pour ce qui est de l'étendre, en fait, là, pour l'instant, le site d'étude, c'est 3 bassins versants. Mais l'objectif, c'est quand le projet sera terminé et qu'on aura toutes les conclusions, ce sera d'avoir des solutions à porter sur tout le territoire. Les connaissances qu'on aura acquises sur ces 3 bassins versants-là seront applicables sur tout le territoire. Voilà. Ok, merci. Voilà, il y a encore un tout petit peu de temps pour les questions. Il nous reste 2 minutes, donc profitez-en. Donc, si vous souhaitez passer en direct et poser une question à l'oral, n'hésitez pas de lever la main. Et si vous souhaitez plutôt la poser par écrit, n'hésitez pas de la rentrer dans questions et réponses qui se trouvent en bas de votre écran. Bien, donc toujours pas de nouvelles questions. Il semble qu'on a répondu à tout. Ok. Il reste encore 1 minute. On peut encore répondre à une petite dernière s'il y en a qui restent. On dirait que tout le monde est satisfait, tout le monde a bien eu ses réponses à ces questions. Ok, ben, merci à tous. Merci encore une fois d'être si nombreux. Vous êtes 25 à nous suivre aujourd'hui. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la session Tout savoir sur les tortues marines. Vous pouvez continuer à vous inscrire sur la même plateforme et on vous dit à bientôt.